Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour débriefer encore une folle soirée de Ligue des Champions. Pas intimidé par la performance de Liverpool mardi, pas décontenancé par un Ajax creusant vite l'écart, les Spurs de Pochettino nous ont offert l'une des plus belles secondes périodes de l'histoire des Coupes d'Europe, et rejoignent la finale avec aplomb. Quels sont les dieux capricieux qui écrivent ces scénarios ? Alors déjà, faut savoir que, et comme pour Liverpool-Barça hier d'ailleurs, c'est pas évident de savoir par quel bout prendre l'analyse d'une rencontre aussi épique et aussi exceptionnelle. C'est un peu comme un plat chaud sur lequel on aurait peur de se brûler parce qu'il n'a pas eu le temps de refroidir, c'est un exercice périlleux. Alors ce que je dirais pour commencer, c'est que dans une première période plutôt à sens unique, et qui a assez largement rappelé la première demi-heure de l'aller, l'Ajax a nettement dominé les débats. Pas tant devant le but, et au regard des expected goals sur cette période, on peut estimer que le large avantage à la pause est relativement bien payé, mais surtout dans le jeu, où le pressing à la perte intensif, et de manière plus générale, l'organisation sans ballon des locaux, a considérablement gêné les Spurs, et a considérablement gêné leur relance. Ils ont été obligés d'allonger régulièrement, et de manière très imprécise, alors qu'en face, et normalement j'aurais quelques petits screenshots à vous proposer pour l'illustrer, mais alors qu'en face, l'Ajax, lui, démontrait une facilité dans cet exercice qui, au-delà de leur procurer un bon nombre de situations intéressantes, semblait illustrer le différentiel de qualité technique des deux formations. Après, le truc, c'est que pour tout ce que l'Ajax faisait bien, il y avait aussi des choses contre lesquelles ils avaient tout simplement pas de réponse. Et alors, dans ma preview de début de semaine, j'évoquais notamment le défi physique que poserait Sissoko dans l'entrejeu, un profil connu, donc a priori il n'y aurait pas le bénéfice de la surprise, mais un profil qu'aucun des milieux de l'Ajax n'approche même, et il a engendré d'énormes problèmes. Car si sa conduite de balle n'est pas totalement dénuée de déchets, l'impact physique qu'il apporte et sa recherche incessante de verticalité lui offrent un nombre de comptes favorables surprenant. En première période, Tottenham, par son intermédiaire et par celui de Lucas aussi, a énormément misé sur ses mouvements balle au pied très tranchants. Et encore une fois, l'Ajax a eu beaucoup de mal à trouver la réponse. On peut estimer que c'est parce qu'en Cheneux et Frankie de Jong, ils ont deux milieux reculés plus créateurs que stoppeurs, qui sont de très bons régulateurs balle au pied, mais qui peuvent souffrir face à beaucoup de percussions et qui ont tendance à un peu exposer leur dernière ligne de défense. Le truc qui a permis à l'Ajax d'atteindre la mi-temps à 2-0, donc virtuellement qualifié et sans trop souffrir, c'est que Tottenham était parfaitement insipide sur attaque placée. À partir du moment où l'opportunité de transition était passée et que le double pivot s'était replié, une réorganisation défensive qui a notamment été facilitée par le gros travail de harcèlement de Ziyech par exemple, qui a enchaîné les courses de repli et considérablement gêné Tottenham. À partir du moment où l'Ajax était en place et que le chemin vertical était obstrué, il n'y avait plus rien à tirer de la situation. Donc voilà, en gros, une première mi-temps bien gérée, 2-0 à la pause, et là, every little thing is gonna be alright, sans l'ombre d'un doute. Mais 45 minutes plus tard, et à l'image de ces statistiques récupérées via l'application mobile OneFootball, tout a changé. 3-2 bien sûr, mais aussi 24 tirs à 16, 7 cadrés à 4, 2 poteaux, 9 tacles seulement, contre 35 côté Ajax, 12 dégagements à 27, 9 interceptions à 18, même pas besoin d'expected goals sur cette période, 2,6 à 0,9 en faveur des Spurs, pour voir que le rapport de force a profondément évolué. Et alors là, on est obligé de tirer un grand coup de chapeau à Pochettino, qui nous a habitués cette saison à des ajustements tactiques décisifs contre Dortmund en 8ème à l'aller, face à City, à Londres la semaine dernière. Voilà, il trouve pas toujours la solution avant le coup d'envoi, mais il a un œil en cours de rencontre qui, je pense, est inégalé dans le foot européen en ce moment. En l'occurrence, il a donc sorti Wanyama et fait entrer Llorente en pointe. Tout a changé. D'un coup, Tottenham a eu beaucoup plus de facilité et de possibilités pour manœuvrer le bloc de l'Ajax, même en dehors des situations de transition, et on a vu un nombre croissant de décalages, de courses de latéraux en pleine surface par exemple, et Dele Alli notamment a commencé à sortir la tête de l'eau, et alors il faut faire attention à la lecture orientée des résultats. L'Ajax a eu les occasions de plier cette rencontre, et à bien des égards c'est un peu sabordé tout seul, mais on peut estimer en tout cas que Pochettino a créé les conditions d'un déséquilibre qui lui serait favorable. Voilà, quand t'es mené de 2 buts, quand t'es derrière à ce point, tu veux pas que la partie s'enlise, faut que ça devienne fou, et à ce niveau le pari était déjà réussi. Le reste ensuite, dans ce fameux triplé de Lucas, dont bien sûr on va reparler, c'est presque anecdotique. Ça aurait pu se produire ou non, c'est une question d'efficacité et de réalisme, mais d'avoir réussi à inverser la situation avec aussi peu de ressources, avec autant de blessés, et avec un moral à zéro, c'est un tour d'alchimiste assez exceptionnel. Et si le blason de Tottenham est frappé du coq,
il ressemble à s'y méprendre à un phénix. Entre ce but à la dernière seconde et la VAR au tour précédent, on oublierait presque qu'au bout de 3 matchs de phase de groupe, Tottenham ne comptait qu'un seul point. Qu'ils ont arraché leur qualification à quelques minutes de la clôture de cette phase sur la pelouse du Camp Nou, et à la faveur d'un nul entre l'Inter et le PSV, qui est le scénariste de leur saison. Et alors justement, pour insister sur la dimension dramatique au sens premier de ces derniers jours, j'ai appelé mon second enseignement Théâtre des Champions. Hier, on a vécu une dernière demi-heure si intense et si irrespirable, même pour un spectateur neutre, que j'ose même pas imaginer l'émotion du public de l'Ajax. Que le réalisateur nous montrait de temps en temps d'ailleurs, à l'image de ce pauvre gars qui se répandait en prière et qu'on préfère ne pas imaginer sur le 3e but de Lucas, ça s'est tellement joué à rien. Littéralement à quelques secondes, ou à quelques centimètres, ou au nombre de minutes de temps additionnel annoncé par le 4e arbitre. Alors dans la continuité de cette dimension théâtre divin, j'ai trouvé les déclarations d'après-match de Lucas, le football est incroyable, et de Pochettino, merci au foot, particulièrement éloquentes. Comme si on célébrait une force supérieure, qui scripte les récits pour faire accoucher l'émotion humaine. Il y a quelque chose de très classique dans tout ça. Bon, et puis pour terminer, comment est-ce qu'on peut envisager de réformer une compétition qui nous apporte ça ? J'en parlais bien sûr il y a quelques semaines dans ma vidéo, comment le football pourrait mourir en 2024, mais on perdrait tellement à banaliser ces affiches. Ces sommets de football européen qui propulsent au rang d'héros Wijnaldum, Origi, Lucas, Sergi Roberto ou Manolas, qui nous font passer ce week-end d'une finale Barça-Ajax qu'on imaginait à une finale Liverpool-Tottenham qu'on verra. Le théâtre des champions est éternel. Cela dit, et une fois que la folie du scénario se dissipe un peu, il y a aussi une certaine déception de voir l'Ajax sortir. Et pas uniquement parce que c'est un beau club qui tient à son histoire et qui a de la mémoire, pas seulement parce qu'on s'est attaché à ces joueurs qu'on a découvert sur l'ensemble de la saison, mais tout simplement parce qu'ils étaient si plaisants à voir jouer. Qui proposaient quelque chose sur le rectangle vert qu'aucune autre équipe européenne ne propose tout à fait, et qu'on risque d'ailleurs d'attendre quelques saisons avant de revoir. Ils vont rejoindre la liste des perdants légendaires. Une étiquette diablement persistante aux Pays-Bas, et on les oubliera pas de sitôt, mais on peut pas s'empêcher de penser qu'ils méritaient mieux. Pour se projeter un peu sur la suite maintenant, on aura donc une finale 100% anglaise pour la 2e fois seulement de l'histoire de la C1, après Chelsea-Manchester en 2008. Est-ce un peu décevant ? Pas nécessairement, même si donc ce sera pas une affiche inédite, et on verra aussi les résultats de ce soir, mais on pourrait avoir Chelsea-Arsenal en finale d'Europa League, une vraie radia pour les Anglais. Enfin, on disait hier que la Ligue des Champions était la compétition du mental, celle des Ronaldo et des Klopp. Je pense qu'on peut désormais y ajouter cette équipe de guerriers absolus qu'est Tottenham, qui en l'espace de quelques matchs de Coupe d'Europe est en train de totalement inverser des décennies d'histoire. Et d'ici quelques semaines, faire une Tottenham pourrait bien ne plus vouloir dire s'écrouler sur la fin ou tout gâcher dans le sprint final, mais plutôt renverser une situation que personne n'attendait. À la seule force de son esprit, et malmené en fin de saison, ils auront finalement accroché le top 4 et une finale de Ligue des Champions. On passe au top, et après avoir célébré le travail de Klopp hier, on est obligé de s'attarder sur celui de Mauricio Pochettino. Sans recrue depuis 1 an et demi, jouant tous les 3 jours et composant avec une avalanche de blessés, le technicien argentin a transformé l'histoire d'un club. Et ceux qu'il appelle ses super-héros ont réalisé un miracle qui porte sa patte. Grand maître des petits changements, sa lecture du jeu est sans égale, il est aussi un recycleur aguerri. Et si certains se spécialisent dans le lancement de jeunes pousses, Pochettino, lui, relance des joueurs égarés. Sissoko, Lucas, Alderweireld, Llorente, tous portent la marque de sa confiance, et le lui ont rendu au centuple. En seconde position ensuite, Lucas mérite évidemment sa place, et l'Ajax n'a jamais trouvé la solution à ses percées face au jeu, plein axe. Droitier, il s'est fendu hier d'un triplé du gauche, comme un symbole d'un joueur plus complet qu'on ne l'imaginait en France. Il a également éclipsé Son, dont on attendait le retour. Enfin, on aurait pu mentionner le travail de Dele Alli, 2 passes décisives dont une involontaire, mais je l'ai trouvé un peu trop intermittent, et si Lloris et Sissoko ont brillé, bien sûr, la lecture d'une partie à l'aune du résultat ne doit pas faire oublier le contenu, dont Ziyech a été un acteur majeur. But fantastique, course de repli époustouflante, il a été, de loin, le plus grand danger d'un Ajax, si proche de son rêve. Niveau flop ensuite, Choneux est le fautif principal d'un second but, qui nie l'exploit d'Onana, et manquant de volume, a laissé sa défense trop exposée sur les percées de Lucas. Blind, martyrisé par Llorente, n'a également pas été souverain. Enfin, on aurait pu parler de Trippier ou Wanyama, 2 points faibles majeurs du dispositif des Spurs, mais que la victoire préserve un peu. Alors mentionnons l'échec de Dolberg. 69 minutes, 0 tir, 0 passe donnant lieu à un tir, 4 transmissions réussies. Pour un avant-centre qui remplace Tadic, c'est faible
et symbolique d'un effectif qui manque de profondeur. Voilà les amis, c'est la fin de cette courte analyse, et j'espère bien sûr qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like. Hier, et pour le débrief de Liverpool-Barça, on a franchi la barre des 15 000 pouces bleus, ce qui d'une est pas loin d'être un record de la chaîne je crois, et de deux surtout, a propulsé la vidéo à la seconde place du top 50 des tendances de YouTube France. Une performance assez folle, on n'avait jamais été aussi haut, et à l'heure à laquelle je m'enregistre, on y est encore, donc à nouveau, merci. De notre côté, quoi qu'il en soit, on se retrouve très vite pour la suite, et alors, je vous cache pas que j'ai de très nombreuses heures de sommeil à rattraper, mais normalement on se retrouvera samedi pour le deuxième épisode du 11 de rêve, ce sera le Brésil. Donc voilà, samedi, 11 de rêve du Brésil, une vidéo qui m'a conduit à faire des choix assez déchirants, mais je pense que ça en vaudra le coup, je pense que ce sera une sacrée vidéo. Voilà, rendez-vous samedi pour ça. D'ici là, comme d'habitude, bien sûr, prenez soin de vous, passez une excellente journée, et on se retrouve très vite. Bisous.